Si vous voulez comprendre ce qui se passe réellement dans le monde moderne, vous devez légèrement changer de cadre de pensée. La plupart des gens croient encore que les entreprises technologiques leur vendent quelque chose, que vous êtes le client, que le produit existe pour vous servir, et que l'innovation est neutre. Cette histoire est rassurante mais incomplète. Une description plus juste est la suivante, vous êtes la donnée, et de plus en plus, vous faites partie d'une expérience en cours sur le comportement humain. Lorsque je parle expériences, je ne parle pas d'un cerveau malveillant assis dans une pièce sombre, en train de comploter. Ce genre de caricature est simpliste et inutile. Ce que je veux dire est quelque chose de bien plus subtil et bien plus puissant. Tout système qui s'étend à des millions de personnes commence à observer des schémas. Et lorsque quelqu'un comme Elon Musk construit des plateformes, des technologies et des interfaces qui interagissent directement avec l'attention humaine, la cognition, et même la biologie, la conséquence inévitable est que les êtres humains eux-mêmes deviennent la source d'information la plus précieuse. Réfléchissez-y d'un point de vue psychologique. Si vous vouliez comprendre l'humanité et ses forces, ses faiblesses, sa capacité à créer comme à détruire, qu'étudieriez-vous? Vous ne commenceriez pas uniquement par des théories abstraites. Vous observeriez les comportements. Vous regarderiez comment les gens réagissent sous pression, comment ils agissent lorsqu'ils sont libres, comment ils répondent à l'incertitude, à la peur, à la nouveauté et à l'ambiguïté. Ce n'est pas sinistre, c'est ainsi que fonctionne la science. Mais lorsque l'échelle devient planétaire, les implications changent radicalement. Chaque interaction avec la technologie est ce que vous cliquez, le temps que vous y consacrez, ce qui vous enthousiasme, ce qui vous met en colère révèle quelque chose de vous-même. Pas seulement des préférences, mais des valeurs. Pas seulement des valeurs, mais des vulnérabilités. Et ces vulnérabilités, agrégées à l'échelle de millions ou de milliards d'individus, dessinent une cartographie de la psyché humaine. Cette carte est plus précieuse que le pétrole, plus puissante que le territoire, car elle permet la prédiction. Et la prédiction, comme le savent les psychologues, est ce qui se rapproche le plus du contrôle. D'un point de vue philosophique, cela soulève une question profondément inévitable, que se passe-t-il lorsque les êtres humains sont réduits à des intérêts mesurables, lorsque la complexité est aplatie en métrique? Car vous n'êtes pas seulement un consommateur faisant des choix rationnels, vous êtes un créateur de sens. Guidé par le récit, l'identité, l'attirance du chaos et l'aspiration à l'ordre. Tout système qui ignore cela est voué à l'échec. Tout système qui le comprend peut orienter les résultats sans jamais donner d'ordres explicites. C'est ici que la distinction entre produit et expérimentation devient cruciale. Dans un marché traditionnel, le produit est achevé avant même de vous rencontrer. Dans l'écosystème numérique moderne, le produit est en perpétuelle évolution, et votre comportement est ce qui le façonne. Vous n'avez pas simplement acheté. Et cela seul devrait faire réfléchir tout penseur sérieux. Non pas parce que le progrès serait mauvais, mais parce que le pouvoir sans réflexion est dangereux. Il existe aussi une dimension existentielle à tout cela. Les êtres humains ont toujours cherché à se comprendre eux-mêmes. La religion, la philosophie, l'art, tout cela n'est qu'une tentative de répondre à une seule question, qui sommes-nous? La technologie n'est que la lentille la plus récente à travers laquelle cette question est posée. Mais contrairement au mythe ou à la philosophie, la technologie ne demande pas poliment, elle mesure, elle teste. Et si vous n'y prêtez pas attention, vous pouvez devenir un simple objet d'analyse plutôt qu'un participant conscient de votre propre développement. Ce n'est pas un appel à la paranoïa, c'est un appel à la responsabilité. La véritable réponse au fait d'être observé n'est pas le retrait, mais la lucidité. À partir du moment où vous comprenez que votre attention a de la valeur, que vos habitudes sont porteuses d'informations, que vos choix façonnent des systèmes bien plus vastes que vous retrouvez votre capacité d'agir. Vous cessez d'agir inconsciemment. Vous cessez d'exécuter une volonté qui n'est pas la vôtre. Et c'est là le véritable danger, non pas que quelqu'un vous étudie, mais que vous ne vous étudiez jamais vous-même. Car si vous n'articulez pas vos valeurs, si vous ne décidez pas de ce qui compte pour vous, autre chose décidera à votre place. Et cette chose ne s'intéressera ni à votre âme, ni à votre caractère, ni à votre épanouissement à long terme. Elle s'intéressera à l'efficacité, à la prédictibilité et à l'échelle. La question n'est donc pas de savoir si vous faites partie des données. C'est déjà le cas. La véritable question est de savoir si vous restez un simple point de données passif. Ou si vous devenez un individu conscient de lui-même, qui choisit délibérément comment penser, comment agir et ce qu'il souhaite construire pour l'avenir. Une fois que vous comprenez que vous n'êtes pas seulement un consommateur, mais aussi une source de données,
la prise de conscience suivante s'impose presque inévitablement. Le véritable objet de l'étude n'est pas la technologie en elle-même, mais l'esprit humain. Les machines sont des outils, les fusées sont des véhicules, les plateformes sont des interfaces. Mais derrière tout cela se trouve la question centrale qui occupe les penseurs depuis des milliers d'années: comment les êtres humains pensent-ils, et pourquoi agissent-ils comme ils le font? Si vous observez attentivement quelqu'un comme Elon Musk, vous remarquerez un schéma récurrent. Ses projets ne sont pas aléatoires. Ils gravitent autour d'un même centre de gravité, la cognition humaine sous pression. Que se passe-t-il lorsque l'attention se fragmente? Que se passe-t-il lorsque le sens s'érode? Que se passe-t-il lorsque l'intelligence artificielle ou non dépasse la sagesse? Au fond, ce ne sont pas des questions d'ingénierie. Ce sont des questions psychologiques et philosophiques. L'esprit humain n'est pas une machine rationnelle. C'est un organisme en quête de motifs, intimement lié à l'émotion et au récit. Nous aimons croire que nous prenons nos décisions de manière logique, mais des décennies de recherche en psychologie racontent une toute autre histoire. Nous sommes davantage motivés par la peur de perdre que par l'espoir de gagner. Nous recherchons le statut, l'appartenance et la certitude. Nous sommes profondément vulnérables aux boucles de rétroaction, surtout lorsqu'elles sont intermittentes: indignation, validation, nouveauté, tribalisme. D'un point de vue psychologique, c'est à la fois fascinant et profondément inquiétant. Nous assistons, en temps réel, à une expérience de masse sur l'attention et le sens. Combien de temps les individus peuvent-ils rester concentrés? À quelle vitesse peuvent-ils être émotionnellement déclenchés? Avec quelle facilité les récits peuvent-ils supplanter les faits? Ce ne sont plus des questions abstraites. Ce sont désormais des variables mesurables. Et c'est précisément pour cette raison que l'esprit humain devient l'obsession ultime. Car si vous comprenez comment les individus attribuent de la valeur, comment ils forment leurs croyances et comment ils coordonnent leurs actions, vous n'avez plus besoin de les contrôler directement. Il suffit de façonner l'environnement dans lequel leurs choix prennent forme. Comme l'a formulé le psychologue Kurt Lewin, le comportement est une fonction de la personne et de son environnement. Modifiez l'environnement avec suffisamment de précision, et le comportement change sans contrainte. Cela a des implications profondes pour l'identité. Les êtres humains tirent du sens de la responsabilité et du fait d'avoir quelque chose qui compte, d'assumer volontairement l'affrontement avec le chaos. Mais lorsque l'attention est constamment détournée, lorsque le rapport signal-bruit s'effondre, les individus deviennent anxieux, amers et nihilistes. Ils ne savent plus vers quoi s'orienter. Et une personne privée de but est extraordinairement facile à manipuler. Soyons clairs, comprendre la pensée humaine n'est pas en soi corrupteur. C'est même indispensable. Les mêmes connaissances psychologiques qui peuvent servir à manipuler peuvent aussi servir à soigner, à éduquer, à émanciper. Le problème surgit lorsque l'efficacité remplace l'éthique, lorsque l'optimisation supplante la sagesse. Une intelligence dépourvue de cadre moral ne libère pas, elle déstabilise. C'est ici que la philosophie devient indispensable. Car la question n'est pas seulement: pouvons-nous influencer le comportement humain? La véritable question est: devons-nous le faire, et dans quel but? Si l'objectif suprême devient l'engagement, alors le résultat n'est pas la liberté, mais l'addiction. Si l'objectif suprême est le contrôle, alors vous obtenez la tyrannie. Mais si l'objectif le plus élevé est l'épanouissement humain, alors la vérité, la responsabilité et le sens doivent être intégrés au cœur même des systèmes. Et cela ramène la responsabilité à l'individu. Car les systèmes répondent aux incitations, mais ce sont les individus qui choisissent les valeurs. Si vous ne disciplinez pas votre attention, quelque chose d'autre le fera à votre place. Si vous ne choisissez pas ce que vous jugez significatif, on vous fournira un substitut, souvent quelque chose de réconfortant, de clivant ou d'addictif. Un esprit laissé sans vigilance ne devient pas libre, il devient occupé. La véritable question n'est donc pas de savoir si des figures puissantes étudient l'esprit humain. Bien sûr qu'elles le font. La question plus profonde est de savoir si vous faites la même chose. Êtes-vous attentif à ce qui capte votre attention? Êtes-vous conscient de ce qui vous provoque émotionnellement? Réfléchissez-vous soigneusement à ce que vous nourrissez dans votre esprit jour après jour alors que l'esprit humain est la structure la plus complexe que nous connaissions dans l'univers? Le traiter avec légèreté est une erreur aux conséquences vertigineuses. Et si vous ne prenez pas la responsabilité de la manière dont votre esprit est façonné, quelqu'un ou quelque chose se fera un plaisir de le faire à votre place. Voilà matière à réflexion. La maîtrise de l'avenir commence par la maîtrise de l'attention, car la direction de votre esprit détermine la direction de votre vie.
si nous sommes arrivés au point où nous reconnaissons que les êtres humains ne sont plus observés uniquement comme des consommateurs, mais comme des points de données et que la véritable fascination réside dans la complexité de l'esprit humain, alors l'étape suivante de la compréhension exige de se tourner vers les technologies qui rendent cette observation possible. C'est ici que la situation devient à la fois extraordinaire et profondément troublante. Considérez Neuralink, l'intelligence artificielle et les vastes architectures de la surveillance numérique non pas comme des innovations isolées, mais comme des outils permettant de cartographier et d'influencer le comportement humain à une échelle que les générations précédentes pouvaient à peine imaginer. Lorsqu'une technologie comme Neuralink est présentée au public, elle est souvent décrite comme un moyen de soigner des maladies neurologiques ou d'augmenter le potentiel humain. Ce sont, sans aucun doute, des objectifs nobles. Mais d'un point de vue psychologique et stratégique, ce qui est tout aussi remarquable, c'est qu'elle crée une interface inédite entre la pensée et la machine. Pour la première fois, nous nous approchons de la possibilité de lire l'activité neuronale en temps réel, et non plus seulement d'observer les comportements à distance. Cela signifie que le substrat même de la cognition humaine, l'attention, l'intention, la réponse émotionnelle peut être mesuré, analysé et potentiellement prédit. Étudier les schémas de choix est une chose. Étudier la formation même du choix en est une autre, d'une toute autre portée. L'intelligence artificielle amplifie encore cette capacité. Elle ne se contente pas de collecter des données, elle les interprète, identifie des corrélations subtiles et apprend plus rapidement que n'importe quel observateur humain. Cela crée une boucle de rétroaction dans laquelle les êtres humains deviennent à la fois l'entrée du système et son terrain d'expérimentation. Chaque interaction, chaque micro-décision, devient une occasion pour le système d'affiner sa compréhension de l'esprit humain. Et à mesure que ces systèmes montent en échelle, ils ne se fatiguent pas, ne se détournent pas, et ne cessent jamais d'observer. L'efficacité de l'observation atteint alors des niveaux tels que l'analyse humaine traditionnelle paraît rudimentaire en comparaison. D'un point de vue philosophique, cela soulève des questions profondes sur l'autonomie. Les êtres humains ont toujours présumé disposer d'un certain degré de liberté dans leur choix et l'idée que la vie intérieure est privée et souveraine. Mais lorsque l'architecture technologique permet de cartographier la pensée elle-même, cette présupposition est remise en cause. Nous entrons dans un espace où les schémas mentaux deviennent visibles à grande échelle, et où des algorithmes prédictifs peuvent anticiper nos décisions avant même qu'elles ne soient consciemment formulées. Il ne s'agit alors plus seulement de comprendre les comportements, mais aussi de générer et d'orienter des états émotionnels. Et c'est ici que se situe la tension fondamentale. La technologie évolue en fonction de ce qui est efficace, non de ce qui est éthique. Si elle n'est pas encadrée, l'efficacité peut très facilement dépasser la dignité humaine. Et nous devons également prendre en compte l'ampleur et l'échelle à laquelle tout cela se déploie. La surveillance n'a plus besoin d'une présence physique. Elle existe désormais dans le numérique, en permanence, en temps réel. Les plateformes sociales, les objets connectés et les interfaces neuronales génèrent des flux de données qui, ensemble, composent un modèle d'une précision inédite de la vie humaine. Mais, contrairement aux anciens modèles de compréhension de la société, il ne s'agit pas seulement d'abstraction statistique, ces systèmes sont dynamiques et interactifs. Le système n'observe pas passivement. Il ajuste les stimuli et les expériences, apprenant au sein d'un cycle continu de rétroaction. Chaque schéma de comportement, chaque réponse émotionnelle devient une variable mesurable dans une vaste étude de l'humanité. D'un point de vue psychologique, c'est fascinant. Les êtres humains réagissent différemment lorsqu'ils savent qu'ils sont observés. Ils réagissent aussi différemment lorsqu'ils sont incertains des conséquences de leurs actes. La technologie a créé des conditions dans lesquelles ces variables sont constamment sollicitées, souvent sans que nous en ayons pleinement conscience. Le substrat même de l'identité, ce que nous considérons comme la pensée privée et le choix personnel, devient une composante d'un environnement plus large, conçu pour le mesurer et le façonner. Les implications pour la liberté, la responsabilité et le développement personnel sont immédiates. Mais reconnaître cela ouvre également une perspective d'espoir, car la connaissance redonne du pouvoir d'agir. La conscience de ces dynamiques permet de reconquérir l'espace intérieur de l'esprit. Elle permet d'identifier les schémas conçus pour capter l'attention, les boucles de rétroaction destinées à conditionner les comportements, et les influences subtiles qui orientent les choix. Le premier pas vers la souveraineté consiste à comprendre la machine qui fonctionne en arrière-plan. Le second est l'action délibérée, choisir ce que l'on autorise à façonner ses pensées. Ses habitudes et, en définitive, sa vie. Au final, la leçon n'est pas que la technologie est intrinsèquement sinistre, ni que l'observation est par nature invasive. La leçon est la suivante, le pouvoir sans réflexion peut devenir dangereux,
et la lucidité est votre outil pour naviguer dans ces courants. En comprenant comment l'IA, Neuralink et la surveillance numérique fonctionnent non pas comme des inventions abstraites, mais comme des mécanismes concrets. Alors survient la prise de conscience suivante, avec une clarté saisissante, vous comptez plus que vous ne le pensez. Pas au sens trivial, pas comme un consommateur à l'opinion jetable, mais comme un être humain doté de complexité, d'imprévisibilité et de profondeur. Vous n'êtes pas simplement un point de données dans une expérience algorithmique. Vous êtes une variable que personne, aussi puissant soit-il, ne pourra jamais totalement contrôler. Et c'est là, paradoxalement, que réside votre plus grande force. Car les systèmes même conçus pour analyser les comportements rencontrent leurs limites précisément parce qu'ils opèrent dans un domaine où se mêlent calcul rationnel, jugement éthique, résonance émotionnelle et expérience vécue. Vous êtes, en réalité, la variable imprévisible. C'est ici que la responsabilité entre en jeu. Les systèmes et les technologies tentent de façonner les chemins que vous empruntez parce que c'est efficace, rentable et extensible à grande échelle. Mais vous conservez la capacité d'agir consciemment, de reconnaître les impulsions déclenchées par les écrans, les notifications et les algorithmes, et de répondre de manière délibérée plutôt que de réagir automatiquement. L'être humain qui sait qu'il est observé, mais qui choisit néanmoins sa propre voie, est celui qui ne peut jamais être entièrement prédit. Et cette imprévisibilité est d'une valeur immense non seulement pour l'individu, mais pour la société dans son ensemble. Considérez les implications philosophiques. La liberté humaine a toujours été limitée par les circonstances, la culture et la biologie. Ce qui nous distingue, c'est notre capacité de réflexion et la capacité de s'arrêter, de questionner et de choisir. Cette faculté réflexive permet à un individu de résister à la manipulation, d'agir de manière éthique sous la pression et de poursuivre des objectifs porteurs de sens malgré l'incertitude. Dans un monde de plus en plus dominé par des systèmes conçus pour prédire et influencer, cette capacité réflexive devient le contrepoids ultime. Vous êtes important parce que votre esprit ne peut jamais être entièrement capturé. Vos décisions ne peuvent pas être totalement anticipées, et votre imagination morale ne peut pas être cataloguée. D'un point de vue psychologique, cette prise de conscience est à la fois libératrice et exigeante. Beaucoup de personnes sous-estiment à quel point elles sont influencées par des forces extérieures. Les habitudes, les pressions sociales et les environnements numériques peuvent orienter subtilement les comportements lorsqu'ils ne sont pas questionnés. Mais lorsque vous comprenez que votre esprit est le lieu où se loge la valeur, là où se rencontrent réflexion, conscience et créativité, vous réalisez que vos choix constituent le fondement même de votre souveraineté personnelle. Vous êtes bien plus qu'un comportement à suivre ou à analyser. Vous êtes un être capable de vous façonner vous-même et d'influencer le monde qui vous entoure. Cette prise de conscience redéfinit également la notion de pouvoir. Le pouvoir est trop souvent compris comme la capacité à dominer les autres, à manipuler les résultats ou à accumuler des ressources. Le véritable pouvoir apparaît lorsque l'on comprend que l'influence commence par la maîtrise de soi. En apprenant à comprendre votre propre esprit, en cultivant l'attention, en clarifiant vos valeurs et en agissant avec intention, vous devenez une force que les systèmes externes ne peuvent ni entièrement anticiper ni contrôler. C'est pourquoi l'individu compte de manière si profonde. Votre vie intérieure se propage vers l'extérieur, façonnant subtilement les relations, les communautés et, à terme, la société dans son ensemble. Cette responsabilité ne peut pas être déléguée. Les systèmes externes peuvent modéliser les comportements, influencer les habitudes et mesurer les résultats. Mais ils ne peuvent pas intégrer votre raisonnement éthique, votre capacité créative ni votre faculté à persévérer face à l'adversité. Ce domaine vous appartient en propre. Et à l'instant où vous en prenez pleinement conscience, lorsque vous reconnaissez l'étendue de votre pouvoir d'agir, vous retrouvez une liberté qu'aucune technologie ni aucun algorithme ne pourra jamais vous retirer. Dans le même temps, reconnaître votre valeur implique un impératif moral. Si vous êtes imprévisible, créatif et réflexif, ces qualités ne sont pas destinées uniquement à un bénéfice personnel. Elles portent en elles la responsabilité de contribuer de manière signifiante au monde. Les systèmes chercheront à modeler chacun selon la convenance, l'efficacité et le contrôle. Mais refuser de se laisser réduire à un schéma prédictible est, en soi, un acte moral. En recherchant la vérité, en cultivant la compréhension et en exerçant le discernement, vous ouvrez un espace où la liberté peut réellement exister. La question ne devient donc pas de savoir si vous faites partie d'une expérience, bien sûr que c'est le cas, mais de savoir si vous acceptez de rester un simple objet d'observation, ou si vous choisissez d'entrer pleinement dans votre capacité d'agir. Vous n'êtes pas un accident au sein d'un ensemble de données. Vous êtes un être humain vivant, pensant et doté d'une responsabilité morale.
Et c'est précisément pour cela que vous valez plus que vous ou que quiconque ne peut l'imaginer. Car lorsque vous intégrez pleinement cette vérité, vous commencez à agir comme la variable ultime dans un monde qui cherche sans cesse à prédire et à contrôler. Et dans cette action réside non seulement la liberté, mais aussi la capacité de façonner une vie et un monde qui vous appartiennent authentiquement. Arrivé à ce point de la réflexion, il est essentiel d'être clair. Le monde que vous habitez n'est pas neutre. Vous êtes observé, étudié et influencé de manière que la plupart des individus ne perçoivent même jamais consciemment. La technologie, l'intelligence artificielle et les vastes architectures de la société moderne réagissent toutes aux comportements humains, façonnant des schémas de pensée, d'attention et d'émotion. Mais voici l'élément décisif, la conscience change entièrement la donne. À l'instant où vous reconnaissez les forces à l'œuvre, où vous percevez les manières subtiles dont l'attention est capturée, les choix orientés, les environnements soigneusement conçus. Vous n'êtes plus condamné à être un participant passif. Vous pouvez passer du statut de sujet observé à celui d'auteur conscient de votre propre vie. Entrer pleinement dans ce rôle exige de la clarté et du courage. Les systèmes qui prédisent, orientent et influencent les comportements fonctionnent d'autant plus efficacement que vous n'en avez pas conscience, lorsque vos choix deviennent habituels et réactifs. Mais la conscience agit comme une contre-mesure. Lorsque vous examinez volontairement votre attention, que vous questionnez vos motivations et que vous interrogez l'origine de vos désirs, vous commencez à reconquérir un territoire qui vous appartient intrinsèquement, votre esprit. Et l'esprit, en tant que principe à la fois psychologique et philosophique, constitue le domaine ultime de la liberté. Aucun algorithme, aucune plateforme, aucun observateur ne peut l'occuper entièrement sans votre consentement. D'un point de vue psychologique, cela est profondément émancipateur. Les êtres humains sont remarquablement adaptables, mais ils ont aussi tendance à suivre des schémas de manière inconsciente. Les habitudes, les conditionnements culturels et les environnements numériques peuvent subtilement dicter les comportements sans jamais alerter l'individu. Pour vous libérer, vous devez d'abord reconnaître ces schémas, observer vos réactions, identifier les impulsions qui façonnent votre quotidien et repérer les stimuli qui captent réellement votre attention. À partir du moment où vous commencez à percevoir ces dynamiques, vous pouvez intervenir. Vous pouvez choisir consciemment comment agir, plutôt que de vous laisser guider par des boucles de rétroaction automatisées conçues pour exploiter vos vulnérabilités. Philosophiquement, le défi est encore plus profond. La liberté est rarement accordée, elle se conquiert. L'autonomie n'est pas un état passif, mais un processus actif d'engagement avec la réalité, une manière d'affronter l'incertitude et le chaos par le choix conscient. Les systèmes qui vous entourent technologiques, sociaux, économiques ne renonceront jamais volontairement à leur emprise. Ils évoluent vers l'efficacité, la prédictibilité et l'échelle, non vers la libération humaine. C'est pourquoi le seul chemin vers une souveraineté authentique est la maîtrise délibérée de soi, cultiver l'attention, clarifier ses valeurs et façonner son environnement afin qu'il serve une intention consciente plutôt qu'une réaction automatique. Reprendre possession de son esprit ne consiste pas seulement à résister à l'influence, mais à cultiver l'agentivité à son niveau le plus profond. C'est agir en accord avec des principes plutôt qu'avec des impulsions, avec des objectifs à long terme plutôt qu'avec la gratification immédiate. C'est transformer la conscience en action, la lucidité en habitude et la réflexion en pratique constante. C'est un travail qui se trouve au cœur de la philosophie, de la psychologie et du développement moral depuis des siècles, apprendre à penser clairement, à agir délibérément et à vivre de manière responsable dans un monde complexe et souvent manipulateur. Et ne vous y trompez pas, c'est une tâche urgente. Les systèmes conçus pour capter l'attention et prédire les comportements ne sont pas statiques. Ils évoluent en permanence, affinant leur capacité d'observation et d'influence. Plus vous restez passif, plus ces schémas se resserrent, et plus il devient difficile de s'en affranchir. Mais l'individu qui agit consciemment, qui observe sans être absorbé, qui aligne ses actions avec ses principes, crée un espace dans lequel la liberté devient possible. Cet espace n'est pas abstrait. Il se manifeste dans les décisions quotidiennes, dans la construction des habitudes, dans les limites que vous vous imposez et dans la clarté avec laquelle vous poursuivez vos objectifs. Il existe également une dimension morale plus profonde. Reprendre possession de son esprit n'est pas seulement un acte de préservation personnelle, mais une responsabilité éthique. Lorsque vous prenez conscience de la manipulation, lorsque vous reconnaissez les forces qui façonnent la pensée et le comportement, l'inaction devient une forme de complicité. En choisissant consciemment de vous orienter vers la vérité, l'intégrité et l'action délibérée, vous résistez à la réduction de l'humanité à des schémas prédictables. Vous affirmez la valeur de la pensée consciente, du jugement moral et de la liberté responsable non seulement pour vous-même,
mais aussi comme exemple, aussi modeste soit-il, dans le monde. En définitive, passer du statut de sujet à celui de souverain, c'est accepter la responsabilité. C'est comprendre que la seule manière de naviguer dans un monde d'observation, de prédiction et d'influence est de cultiver une forêt intérieure faite d'attention, de réflexion et de principes. Vous ne pouvez pas contrôler tous les systèmes, tous les observateurs ou toutes les forces technologiques, mais vous pouvez vous gouverner vous-même. Et cette gouvernance, exercée avec constance, produit des effets en cascade qui façonnent votre vie et se diffusent dans les communautés et les structures qui vous entourent. Ainsi, face aux forces à l'œuvre, retenez ceci, l'esprit qui choisit d'agir consciemment, de penser de manière critique et de vivre avec une intention délibérée est invincible d'une manière qu'aucun algorithme, système ou observateur ne pourra jamais atteindre.